Que vous allez bien, c'est Khadija Fredj. On va aborder aujourd'hui le dernier cours dans la playlist hématologie, c'est le cours des lymphomas non-Hodgkiniens. Vous allez regarder que le cours rassemble un petit peu au cours de la maladie d'Hodgkin. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo sur la maladie d'Hodgkin, c'est surtout à la consulter. Vous la trouverez dans la playlist hématologie. Et si c'est la première fois que vous regardez mes vidéos, pas surtout s'abonner à la chaîne pour recevoir toutes les vidéos que je poste. Et vous trouverez le lien dans mon Instagram et dans ma page médicale dans la boîte d'infos. N'hésitez pas surtout à s'abonner pour recevoir toutes les vidéos que je poste sur ces réseaux, sur Facebook et sur Instagram. Et bien sûr, c'est parti. Alors, qu'est-ce que c'est que le lymphoma non-Hodgkinien? Déjà, le mot lymphome, c'est-à-dire, c'est une prolifération, la source est l'objectif. Hein, mais vous allez remarquer que je vais passer pas mal de détails qui sont pas vraiment importants pour comprendre le cours. Donc, on va se focaliser sur les choses les plus importantes. D'accord? On va se focaliser sur les choses les plus importantes. Il y a plein de choses que j'ai déjà expliquées dans le cours de maladie d'Hodgkin. Donc, on va se baser dans cette vidéo sur les bases du lymphome malin non-Hodgkinien. Alors déjà, lymphome malin, ça veut dire que c'est une prolifération maligne. Développée à partir de quoi? Vous remarquez, d'après le nom, lymphome, c'est-à-dire à partir de lymphocytes. Où se trouvent ces lymphocytes? Ces lymphocytes-là se trouvent dans les organes lymphoïdes secondaires. C'est ça la différence entre les leucémies et les lymphomes. Les leucémies, le point de départ, c'est médulaire, c'est la moelle osseuse. Tandis que les lymphomes, le point de départ est périphérique. Ça, c'est le premier point à comprendre. Le lymphome, le point de départ est périphérique. Maintenant, dans le lymphome, il y a deux types. Il y a plusieurs types, mais les deux types les plus connus, on a le lymphome malin hodgkinien, ce qu'on appelle la maladie d'Hodgkin, d'accord? Et on a le lymphome malin non hodgkinien. Ben, c'est quoi la différence entre les deux? Pourquoi on a appelé ça non-Hodgkinien et celui-ci Hodgkinien? C'est à partir de l'anapathe. L'anapathe dans la maladie d'Hodgkin révèle les fameuses cellules, d'accord? Les fameuses cellules de Sternberg. C'est pour ça qu'on l'a appelé lymphome malin hodgkinien. Tandis que dans ces lymphomes, ils ont la particularité d'absence de ces cellules. Tout simplement, on les appelait lymphome malin non hodgkinien. D'accord? Donc c'est ça la grande différence entre ces deux pathologies. Alors déjà, le lymphome malin hodgkinien ou lymphome non hodgkinien sont des proliférations, vous voyez, monoclonales. Monoclonal, ça veut dire à partir d'un seul clone. Si d'un seul clone de lymphocyte B ou de lymphocyte T. D'accord? Et une deuxième différence entre les deux, c'est que la maladie d'Hodgkin se développe généralement à partir des lymphocytes B seulement. Tandis que le lymphome malin non-Hodgkinien, il peut s'agir de lymphocyte B ou de lymphocyte T. D'accord? Donc, ce sont des proliférations bien sûr malignes de cellules lymphoïdes. Ces cellules lymphoïdes se trouvent où? Se trouvent au niveau des organes lymphoïdes secondaires. Vous voyez, à départ périphérique. Mais bien sûr, c'est ce lymphome qui est une tumeur généralement solide. D'accord? C'est une tumeur solide. Quelques cellules cancéreuses peuvent migrer des ganglions vers le sang. Et vous pouvez imaginer tout ce qui va vers le sang peut aller partout dans l'organisme. Donc, tout le système lymphoïde peut être atteint, ganglion, rate, amygdale, tube digestif, poumon, peau. Donc là, déjà, le système lymphoïde qui se trouve au niveau de ces compartiments, ganglions, la rate, les amygdales, le tube digestif, c'est le tissu lymphoïde associé aux muqueuses, on l'a abordé en immunologie, le poumon, la peau, tous les organes qui contiennent un tissu lymphoïde peuvent faire l'objectif de cette pathologie. Et non seulement ça, les cellules cancéreuses qui se développent dans ces organes peuvent migrer vers le sang et aller partout. D'accord? On peut avoir une localisation digestive, une localisation neurologique, etc. L'épidémiologie, on ne va pas se tarder sur ça. Il faut savoir qu'il y a 3 pics d'âge, 14, 27 et les sujets âgés, et l'enfant. D'accord? En Algérie, l'âge moyen diagnostique est de 51 ans. Pas de pic chez le sujet âgé. Vous remarquez que je déteste ces informations parce qu'il n'y a rien à comprendre. Le sexe, il y a une prédominance masculine, comme la maladie d'Hodgkin. Alors, les étiologies, pas mal d'étiologies ont été démontrées dans le lymphome malin non hodgkinien. Et de ces étiologies, on trouve
les virus, notamment le virus Epstein-Barr, les lymphomes, le virus HTLV1, d'accord? Donc là, il y a plein de virus qui attaquent les cellules, d'accord? Qui rentrent à l'intérieur du lymphocyte, qui insèrent des oncogènes dans le génome de ces lymphocytes. Et bien sûr, l'insertion de ces oncogènes va laisser la cellule entrer dans une division qui ne se stoppe pas, qui ne s'arrête pas jusqu'à ce que les cellules forment une masse solide qu'on appelle les lymphes. D'accord? D'après les étiologies, on retrouve aussi les bactéries. Donc, Helicobacter pylori a été démontré dans le lymphome digestif ou le MALT. MALT, c'est une mucosa associated lymphomatube. D'accord? C'est le tissu lymphoïde qui est associé aux muqueuses. Vous savez que même les muqueuses, il y a un tissu lymphoïde qui est associé à ces muqueuses. Et à partir de ce tissu lymphoïde, on peut avoir une division, soit à partir des LP, soit à partir des LT, et former un lymphome. D'accord? Bien sûr, les déficits immunitaires, c'est un facteur de risque aussi, c'est une étiologie. Donc, la majorité des déficits immunitaires, que ce soit constitutionnels ou acquis, donc, s'accompagne d'une incidence accrue de néoplasie et de syndrome lymphoprolifératif. Et on retrouve aussi les maladies dysimmunitaires. D'accord? Bien, très bien. Maintenant, on doit reconnaître les différents tableaux révélateurs de la maladie des lymphomes non-Hodgkiniens. Donc, la plupart des pathologies, le mode de révélation le plus fréquent, c'est les adénopathies. C'est logique. Tant qu'il y a des masses, une prolifération des cellules qui est instoppable au niveau des ganglions, ça veut dire que ces ganglions vont augmenter de volume jusqu'à ce qu'ils forment une adénopathie. Donc, l'adénopathie peut être superficielle, c'est-à-dire directement palpable, comme l'adénopathie au niveau du cou, donc adénopathie cervicale, ou au niveau du creux axillaire, qu'on les appelle les adénopathies axillaires. Donc, ce sont des adénopathies, vous remarquez, superficielles, qui sont visibles. D'accord? Ces adénopathies ont les caractéristiques qui sont asymétriques. Toutes les localisations, remarquez que toutes les localisations sont possibles. Ils ont un caractère, remarquez, ferme. Je vous ai dit tout à l'heure que c'est une tumeur solide. C'est une prolifération solide. Donc, déjà, l'adénopathie, elle est ferme, indolore, mobile et non inflammatoire. Très bien. La indolore, mobile, non inflammatoire, c'est les caractères de malignité. D'accord? Tout ce qui est ferme, indolore, non inflammatoire, c'est probablement malin. La présence d'une adénopathie impose l'examen de toutes les aires, bien sûr, ganglionnaires. Bien sûr, les adénopathies, comme ils peuvent être superficielles, ils peuvent être profondes. C'est-à-dire les adénopathies qui se trouvent à l'intérieur du corps, qu'on ne les voit pas. Les adénopathies au niveau du poumon, etc. D'accord? Donc, ça peut vous révéler par un tableau de compression, que ce soit la compression de la veine cave supérieure, qu'on appelle syndrome cave supérieure. Ces adénopathies peuvent avoir la compression d'une branche, d'accord, etc., etc. D'accord? Très bien. Vous voyez, atteinte médiastinale, c'est-à-dire les adénopathies qui se trouvent au niveau du médiastin. Très bien. Comme on a les manifestations ganglionnaires, on peut avoir des manifestations extraganglionnaires. Je vous ai dit que le lymphome malin non-Hodgkinien a la particularité que ces cellules peuvent migrer vers le sang. Et tout ce qui va vers le sang, vous remarquez qu'il peut aller partout dans l'organisme. Donc on peut avoir des localisations partout dans l'organisme, ORL, digestif, cutané, nodule mammaire, neurologique, donc partout dans l'organisme. D'accord? À côté des adénopathies et des manifestations extraganglionnaires, on peut avoir les manifestations générales, c'est-à-dire les signes généraux. D'accord? Dès que vous voyez manifestation générale, ça veut dire c'est les signes généraux. D'accord? Depuis ces signes généraux, on les déjà abordés dans le cours maladie d'Hodgkin. C'est la fièvre non expliquée supérieure à 38 qui persiste au-delà d'une semaine. C'est l'amaigrissement supérieur à 10% par rapport au poids du corps en moins de 6 mois. Et c'est les sueurs nocturnes profuses mouillant le linge, obligeant le patient à se changer. C'est la triade des manifestations générales, que ce soit des lymphomes malins hodgkiniens ou des lymphomes malins non hodgkiniens. D'accord? Très bien. À côté de ces symptomatologies, on a des présentations d'urgence liées à une compression quelconque par une adénopathie. Il peut se voir qu'une adénopathie
augmente de volume de façon anormale et cette adénopathie provoque la compression, que ce soit de la veine cave supérieure causant le syndrome cave supérieure, qui causait d'une dyspnée, œdème en pèlerin, circulation veineuse collatérale, donc là, le fameux syndrome cave supérieure, soit une masse abdominale rapidement progressive, tableau pseudo-chirurgical, soit une masse au niveau de l'abdomen qui peuvent causer une occlusion ou autre. Surtout si elle se forme au niveau des tissus lymphoïdes associés aux muqueuses de l'intestin et tout, donc ça peut causer un tableau pseudo-chirurgical ou une compression neurologique médulaire. Les manifestations tumorales qui conduisent au diagnostic d'une façon très simplifiée, les adénopathies au premier plan, ou bien on peut retrouver des manifestations qui sont extraganglionnaires, on peut même voir des manifestations générales, on peut même voir des tableaux d'urgence, comme on a déjà vu, d'accord? Très bien. On peut même voir une forme disséminée multiganglionnaire et ou multiviscérale, c'est-à-dire un lymphome non-Hodgkinien qui se développe dans plein de ganglions et dans plein de viscères. D'accord? Très bien. Maintenant, en ce qui concerne les examens à faire en cas de lymphome non-Hodgkinien pour confirmer le diagnostic, alors là, il vous dit la ponction ganglionnaire. Si cette ponction ramène du plus des cellules métastasiques ou lymphomateuses, cela nous oriente le diagnostic. Vous remarquez bien oriente et non pas confirme. Parce que je vous dis dans toutes mes cours de dématologie, et je répète cette remarque toujours, la ponction ganglionnaire ramène des cellules. Donc c'est une étude cytologique. Et vous savez très bien que l'étude cytologique ne confirme jamais le diagnostic. Elle oriente le diagnostic déjà. Mais tout ce qui est biopsie ramène un tissu. Et tout ce qui est tissu, c'est histologique. Et tout ce qui est histologique peut ne confirmer le diagnostic. D'accord? Donc, il faut faire la différence entre ponction ganglionnaire qui ramène des cellules et une biopsie qui ramène un tissu. Donc là, ça peut nous orienter le diagnostic. Mais quand la ponction ganglionnaire elle est normale, ça n'élimine en aucun cas le diagnostic. D'accord? Parce qu'il peut s'agir qu'on a enlevé que des cellules saines et on n'a pas enlevé. Mais quand on enlève un tissu, la marge de faute est petite, d'accord? Et restreinte. Donc la confirmation diagnostique, remarquez, la confirmation diagnostique repose sur la biopsie exérèse. Qu'est-ce que c'est que la biopsie exérèse? C'est-à-dire, on va pas faire la biopsie d'un morceau de ganglion, on va enlever tout le ganglion. D'accord? Parce que si on fait la biopsie seule sur le ganglion, on risque de faire disséminer toutes les cellules cancéreuses dans le sang. D'accord? Quand un ganglion est suspect de malignité, ça c'est comme une règle. Quand un ganglion est suspect de malignité, on enlève tout le ganglion. Quand on enlève tout le ganglion à visée d'une étude histologique, on appelle ça une biopsie exérèse. D'accord? Une biopsie exérèse. Comme on peut faire la biopsie exérèse des ganglions superficiels, on peut faire les ganglions profonds. D'accord? Donc, vous voyez que dans la maladie, dans le lymphome non-Hodgkinien, il y a les examens complémentaires d'orientation qui orientent le diagnostic. Ça veut dire quand ces examens sont négatifs, ça n'élimine en aucun cas le diagnostic. Il y a des examens qui confirment le diagnostic. C'est-à-dire si ces examens sont négatifs, ils éliminent le diagnostic. D'accord? Donc, l'examen d'orientation, on a l'hémogramme. Ça peut être normal, ça peut être une hyperleucocytose, ça peut être une anémie en rapport avec l'inflammation, en rapport avec la formation d'anticorps. Toujours, on répète ces notions. Donc, quand, par exemple, des lymphocytes qui se multiplient de façon anormale, ils peuvent sécréter des anticorps qui sont anormaux. Donc, ces anticorps peuvent attaquer les cellules du sang, causant une anémie auto-immune. D'accord? AHAI, anémie hémolytique auto-immune. Ou bien par une infiltration médulaire. Je vous ai dit que ces cellules peuvent aller vers le sang, aller vers la moelle, etc. Donc, par infiltration de la moelle, elle risque d'arrêter la production des cellules du sang fonctionnel. D'accord? Très bien. En ce qui concerne le téléthorax peuvent
peuvent mettre en évidence les masses médiastinales. Et ces masses médiastinales, vous remarquez bien que ce sont seulement les adénopathies médiastinales qu'on a déjà parlé. Ce sont les adénopathies profondes, d'accord? Qu'on peut les voir dans certains cas dans le téléthorax, d'accord? Je préfère le mot radiographie pulmonaire. Je préfère pas le mot téléthorax. Radiographie pulmonaire. Alors, ponction ganglionnaire, vous remarquez bien qu'elle nous ramène des cellules. Donc, ça peut nous orienter le diagnostic. Tandis que les examens de certitude, c'est la biopsie. D'accord? C'est la biopsie exérèse du ganglion avec étude histologique et même étude immunohistologique. Ça veut dire quoi immunohistologique? C'est-à-dire on va rechercher les molécules qui se trouvent à la surface de ces cellules, qui nous aident à identifier ces cellules. Par exemple, quand on trouve le CD20, c'est pratiquement caractéristique des lymphocytes B. On l'appelle point B, c'est-à-dire il est retrouvé sur les cellules B matures et immatures. Le CD5, c'est pour les LT, CD3 pour les LT matures. Donc ça, l'immunohistologie, elle est très importante pour caractériser les molécules de surface. D'accord? Très bien. Donc, en résumé, les examens d'orientation, ça peut être la ponction, téléthorax, tout ce que vous voulez, hémogramme, mais l'examen de certitude, c'est la biopsie exérèse du ganglion. D'accord? Très bien. Alors, vous remarquez bien que dans l'immunohistochimie, on peut identifier les marqueurs de surface. Vous voyez les marqueurs qui nous orientent vers un lymphome qui se développe à partir des lymphocytes B. Donc, n'oubliez pas que ce lymphome malano-hodgkinien, il peut se développer à partir des lymphocytes B, comme il peut se développer à partir des lymphocytes T. Comment savoir? C'est à partir des molécules de surface. Donc là, quand on voit le CD19, CD20, c'est POMB. POMB, c'est-à-dire qu'il est, qui se trouve sur toutes les cellules B immatures ou matures, d'accord? Importance de la positivité du CD20, si les cellules présentent un CD20, c'est très important. Pour le schéma thérapeutique, on peut administrer des anticorps anti-CD20 qui peuvent causer la lyse de ces cellules. D'accord? Rituximab, si vous avez entendu le mot rituximab, c'est un anticorps dirigé contre les anti-CD20. Donc, vous voyez l'importance de la positivité des CD20 sur les LB. Ou bien PAN-T, donc CD7, CD2, CD5, ça nous oriente vers un lymphome T, T mature, CD3, membranaire, etc. Très bien. Vous voyez la classification OMS des lymphomes 2008. Ça classe les lymphomes en lymphome hodgkinien et lymphome non hodgkinien. La seule différence entre les deux, c'est quoi? C'est pas la seule différence, mais la grande différence entre ces deux, c'est la cellule de Sternberg qui est retrouvée à l'histologie. D'accord? Très bien. Alors, les lymphomes non hodgkiniens sont listés selon la présentation clinique. Il y a des lymphomes non hodgkiniens qui se manifestent par des manifestations ganglionnaires, c'est les adénopathies, que ce soit superficielles ou profondes, ou bien des manifestations extra-ganglionnaires. Leur agressivité. Dans les lymphomes malano-hodgkiniens, il faut savoir qu'il y a des lymphomes qui sont indolents, c'est-à-dire ne sont pas trop agressifs, et il y a des lymphomes qui sont agressifs. D'accord? Il y a des lymphomes qu'on les appelle indolents, c'est-à-dire ils ne sont pas très agressifs, et il y a les lymphomes agressifs. Et bien sûr, la différenciation de la cellule tumorale, c'est-à-dire est-ce que c'est une tumeur mature, immature, est-ce que c'est une cellule B, c'est une cellule B, T, etc. D'accord? Dans les lymphomes non hodgkiniens, il faut savoir que la majorité sont d'origine B. D'accord? La majorité, vous remarquez 85% sont d'origine B. Le reste, c'est d'origine T. Les plus fréquentes sont les lymphomes diffus à grandes cellules B. Il faut savoir que dans les lymphomes malano-hodgkiniens, il y a plein de variétés histologiques. Il y a le lymphome folliculaire, il y a le lymphome à grandes cellules diffuses, il y a le lymphome de Burkitt. Donc, il y a pas mal de types qu'on ne va pas bien sûr rentrer dans le détail. Grosso modo, la majorité sont des lymphomes B et grosso modo, quand on voit les types, les plus fréquents, c'est le lymphome folliculaire et c'est le lymphome diffus à grandes cellules B. Bien sûr, quand on confirme le diagnostic, on doit savoir le bilan d'extension. C'est lymphome. Le bilan d'extension permet de classer le patient et de conditionner, bien sûr, le
traitement. Alors déjà, l'évaluation clinique, on doit chercher les signes généraux qu'on a déjà parlé. On doit examiner les aires ganglionnaires, la splénomégalie, la rate, le foie, etc. Ensuite vient l'évaluation radiologique par les radiographies thoraciques qui va nous mettre en évidence les adénopathies peut-être médiastinales, par la TDM thoraco-abdominopelvienne qui est plus précise que la radiographie bien sûr, par le TEP scan, la scintigraphie osseuse s'il y a des signes d'appel, sinon on ne fait pas la scintigraphie osseuse. Bien sûr, l'évaluation histologique par la ponction biopsie osseuse qui va nous orienter vers le type du lymphome, etc. Ponction lombaire, étude LCR systématique dans les lymphomes agressifs. Dans les lymphomes agressifs, ils ont un pouvoir métastasique très élevé. D'accord? Très bien. Ensuite, le stade anatomique, c'est la même classification d'Ann Arbor comme le lymphome hodgkinien. C'est pratiquement la même. Donc, stade 1, une atteinte d'une seule aire ganglionnaire sus ou sous-diaphragmatique. 2, plusieurs aires ganglionnaires mais du même côté du diaphragme. 3, de part et d'autre. Et 4, atteinte d'un viscère. Que ce soit il y a une atteinte ganglionnaire ou non. On peut à côté de cette classification ajouter des petites lettres comme la lettre S qui nous oriente vers une atteinte splénique, d'accord, parce que la rate étant considérée comme un ganglion à elle seule. On peut ajouter la lettre A qui veut dire absence de signes généraux d'évolutivité, parce que déjà, s'il y a des signes généraux, c'est un marqueur pronostic défavorable. S'il y a des signes généraux, cela veut dire que la pathologie elle est déjà évoluée. Ça, c'est une remarque très importante à dire. S'il y a des signes généraux, fièvre, amaigrissement et sueur, vous remarquez bien que c'est un signe pronostic défavorable. B, présence d'au moins l'un des 3 signes généraux qu'on a abordés. Il y a une autre classification, c'est la classification de Cost-Waltz. Lettre X tient compte de l'atteinte ganglionnaire volumineuse définie par une masse ganglionnaire supérieure ou égale à 7. D'accord? Très bien. Ou un indice médiastino-thoracique supérieur à 0,35. Tout ça, on a abordé dans la maladie de Hodgkin. Le stade pronostic, il y a plusieurs classifications en ce qui concerne le pronostic des lymphomes. Il faut savoir que les lymphomes non-hodgkiniens, comme il y a plusieurs types, donc le pronostic diffère selon le type et selon la malignité et selon l'agressivité de la tumeur, de la prolifération maligne. Il y a certains types qui sont gentils, qui sont indolents, il y a certains types qui sont agressifs, comme le lymphome de Burkitt. Donc, c'est ça, le pronostic dépend de ça, d'accord? Il y a la classification de Real, d'accord, qui classe les lymphomes en grade de malignité, grade intermédiaire et bas grade de malignité. D'accord? Très bien. Vous remarquez bien qu'il y a plusieurs classifications, donc International Prognostic and Index, donc pour les lymphomes non-hodgkiniens B à grandes cellules. Les critères retenus, vous remarquez bien qu'il y a plusieurs critères et en faveur de ces critères, on peut savoir le pourcentage de survie à 5 ans. D'accord? Très bien. Voici les formes particulières. On a le lymphome de Burkitt, on a le lymphome à grandes cellules, on a le lymphome folliculaire, on a le lymphome du manteau, on a le lymphome marginal. Donc, vous remarquez qu'il y a plusieurs. On ne va pas du tout rentrer dans ces détails, mais il faut savoir qu'il y a plusieurs types de lymphomes malins non-hodgkiniens et différents pronostics pour ces différents types. D'accord? Très bien. Donc, le diagnostic positif, il est facile. Donc, il est orienté par la fonction ganglionnaire et confirmé par la biopsie et l'étude histologique et immunohistochimique. D'accord? Très bien. Les principes du traitement. D'accord? Les principes du traitement. Alors, bien sûr, le traitement dépend des critères de gravité et de l'histologie. Les critères de gravité, c'est les critères qu'on a vus dans les classifications de pronostic et l'histologie. Pourquoi l'histologie? Vous
Vous allez me dire pourquoi l'histologie? Parce que l'histologie, déjà, elle va nous donner le type du lymphome. Est-ce que c'est un lymphome folliculaire? Est-ce que c'est un lymphome à grande cellule B? Est-ce que c'est un lymphome du manteau? Est-ce que c'est un lymphome de la zone marginale? D'accord? Et chaque lymphome, il peut s'agir d'un lymphome agressif ou d'un lymphome indolent. D'accord? Par exemple, je vous ai dit que le lymphome de Burkitt est un lymphome agressif. D'accord? Le lymphome folliculaire, par exemple, c'est un lymphome indolent. D'accord? Donc, déjà, quand le lymphome est agressif, le traitement est d'emblée. On ne cherche pas s'il y a des signes généraux ou pas. On traite d'emblée parce que c'est agressif. D'accord? On traite d'emblée. Mais quand le lymphome est indolent, c'est cas par cas. C'est ça, le traitement dépend de la gravité et de l'histologie. C'est ça la signification. Donc, quand on a un lymphome de bas grade, c'est-à-dire c'est un lymphome qui est plus ou moins gentil, indolent. Si on n'a pas des signes généraux, donc vous voyez, abstention thérapeutique, si la masse tumorale déjà elle est faible, s'il n'y a pas des signes généraux, d'accord, donc abstention thérapeutique. Remarquez qu'on peut faire l'abstention thérapeutique s'il n'y a pas des signes généraux, si la masse elle est faible, etc. Sinon, on peut traiter, donc le traitement idéal pour le lymphome non-Hodgkinien, vous remarquez que c'est la radiothérapie ou la chimiothérapie ou la combinaison entre les deux. D'accord? Très bien. Tandis que quand le lymphome est de haut grade, c'est-à-dire agressif, le traitement est d'emblée, c'est-à-dire radiothérapie, radiochimiothérapie. D'accord? On peut utiliser dans certains cas les anticorps. La chimiothérapie, le gold standard, c'est le CHOP, protocole CHOP. Mais il faut savoir qu'il y a plusieurs protocoles de chimiothérapie. Là, je parle de façon très très brève parce qu'il y a des détails qui... C'est ça l'objectif. Il contient plein de détails. Pas mal de les lire. Mais moi, dans mes vidéos, je concentre sur les choses les plus importantes. Alors, chimiothérapie plus anticorps monoclonal anti-CD20, quand les cellules expriment à leur surface le CD20 à l'immunohistochimie, on peut utiliser les anticorps monoclonaux comme le rituximab, qui est un anticorps anti-CD20 qui va causer l'apoptose de ces cellules. Très bien. Alors pour le pronostic et résultat, de façon générale, on va dire que le pronostic est jugé mauvais pour les lymphomes non-hodgkiniens agressifs, c'est logique, et bon pour les lymphomes malins non-hodgkiniens indolents, c'est-à-dire qui sont d'évolution lente. D'accord? Très bien. Si on résume le traitement, dans les lymphomes malins non-hodgkiniens agressifs, on traite d'emblée. Dans les lymphomes indolents, c'est cas par cas. Si la masse est faible, s'il n'y a pas absence de signes généraux, on ne traite pas. S'il y a des signes généraux, etc., on traite. Et le traitement principal, c'est la radiothérapie et la chimiothérapie. Voilà. Voilà, c'est le tout pour notre cours, lymphome malin hodgkinien. J'ai parlé sur les bases de ce cours. Et si vous avez des questions, surtout allez mettre en barre de commentaires. Mettez un petit like à la vidéo et partagez avec vos amis. Et à la prochaine.